Voilà, je m'appelle Paul Bensussan, je suis psychiatre depuis 1985, expert près la Cour d'appel de Versailles depuis 1996. J'ai travaillé sur le thème de ce que la littérature anglo-saxonne appelle les fausses allégations, depuis la publication de mon premier ouvrage sur les allégations d'inceste au cours des divorces, Le piège du soupçon. J'ai travaillé 2 ans à la chancellerie sur ce thème, l'ensemble ayant abouti à l'élaboration d'un rapport dont nous n'avons plus jamais entendu parler. J'ai coécrit par la suite 2 autres ouvrages avec 2 avocats, l'un avec Florence Rau, vous l'avez cité, Monsieur le Président, La dictature de l'émotion, l'autre avec Jacques Barillon, Le désir criminel. Je passerai donc très rapidement sur ce contenu pour en venir au fait, mais simplement pour vous dire que je ressens une certaine légitimité à pouvoir m'exprimer sur la question qui m'est posée, ce d'autant que j'ai également participé non seulement à des colloques, mais à des groupes de travail sur la relation juge-expert, qui à mon avis est au centre de la question qui nous occupe aujourd'hui. Je vous épargnerai donc l'exposé strictement méthodologique qu'on peut retrouver à peu près partout. Je m'éloignerai également peut-être des manuels scolaires, parce qu'avec tout le respect que je porte à Madame Seydi, lorsque j'entends dire que le doute profite toujours à l'accusé, le magistrat n'est jamais lié par les conclusions de l'expert ne se prononce pas sur la réalité des faits, etc., etc. Je suis évidemment pleinement d'accord avec ce que dit Madame Seydi, sauf que je vais m'exprimer quand même au sujet de ce qui se passe pour de vrai. Alors, bien sûr, le magistrat n'est pas lié par l'avis de l'expert, et l'expert n'est pas chargé de se prononcer sur la réalité des faits. Néanmoins, lorsqu'un magistrat demande à un expert « L'enfant a-t-il tendance à désigner des adultes ne l'ayant pas agressé comme l'ayant agressé ?» et que l'expert répond pour l'ensemble des enfants, qu'ils soient victimes imaginaires ou victimes réelles, « Non, monsieur le juge, aucunement », en décrypté, ça veut dire chaque adulte que vous désignera cet enfant est un auteur. Donc, je n'utiliserai pas la langue de bois et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser. Tout d'abord, un bref rappel. Est-ce qu'on a vraiment découvert en 2005 ou en mai 2004 exactement que la parole d'un enfant pouvait être fragile, surtout s'il était très petit, avait vécu quelques atrocités, avait baigné dans le porno depuis le berceau? Non, il a fallu que pour ça se lève une formidable hypocrisie. Quelles sont les conditions qui ont permis au discours de s'ouvrir? Parce que j'entends maintenant tous les collègues extrêmement prudents et nuancés sur la crédibilité, alors que je vous donnerai dans un instant un aperçu de la virulence des attaques dont j'ai fait l'objet pour dire des choses tout à fait comparables. Maintenant, tout le monde marche sur des œufs, mais comment est-ce qu'on a fait pour admettre ça? Il a fallu 2 conditions, selon moi. Premièrement, il a fallu que la rétractation émane d'une adulte et pas d'un enfant. J'ai dans mon cabinet quelques centaines de cas d'allégations douteuses avec de nombreuses rétractations d'enfants et je sais habituellement le crédit qu'on leur porte et c'est vrai qu'un enfant, victime, peut se rétracter sous le poids de la culpabilité. Les rétractations sont donc en général écartées d'un revers de main et personne n'a jamais demandé à un expert, en tout cas très rarement, de donner un avis sur la crédibilité d'une rétractation. Donc premièrement, la rétractation ne venait pas d'un enfant. Deuxièmement, la rétractation ne remettait pas en cause le statut de victime des enfants. C'est fondamental à comprendre. Les enfants victimes, certes, ne l'étaient pas tous, mais ceux qui étaient réellement victimes ne l'étaient peut-être pas d'autant d'adultes qu'ils avaient désignés. Alors ces 2 conditions réunies ont permis aux oreilles de s'ouvrir et ont permis aux évidences de pouvoir s'énoncer. Oui, on peut se tromper. On peut se tromper, un enfant peut se tromper, un expert peut se tromper. Alors, personne n'avait de doute là-dessus, on est encore dans l'hypocrisie. Je vous cite Renaud Dutreil en 1998, 17 juin, dans les débats parlementaires sur la loi de protection des mineurs victimes. « Nous ne sommes pas dans un domaine scientifique et les expertises dont il s'agit reposent sur une très grande part d'interprétation et de subjectivité. » François Fillon, dans un tout autre sujet, alors ministre des Affaires sociales et sur la loi sur le harcèlement sexuel, car je serai amené à vous dire dans un instant que la délinquance sexuelle est véritablement l'exception sexuelle du droit. Donc François Fillon demandait « Dans quel autre domaine accepte-t-on que l'accusé soit seul amené à fournir les preuves de son innocence? Il n'y en a pas. » Et enfin, ce constat d'un président de cour d'assises de Paris, parlant d'expertise parapluie, je le cite,
Les juges font à peu près autant confiance aux experts que les experts font confiance à la justice. Donc là, chacun a besoin de l'autre, mais ne nous racontons pas d'histoire sur ce qui est fait de nos expertises et sur le pouvoir excessif qu'elles ont. Donc parole d'enfant, parole d'expert, l'affaire Doutreau a eu le mérite de montrer que l'une comme l'autre était faillible. Alors on a critiqué tout le monde. Un juge trop jeune, inexpérimenté, ivre de son pouvoir, se comportant en inquisiteur, des experts qui s'étaient trompés au-delà du raisonnable. On a proposé des solutions. Alors j'entends ces solutions comme ça lumineuses. Il faut que les experts soient mieux formés. Il y a des diplômes qui se préparent. Il faut qu'on soit plus seul. Il faut que les magistrats soient plus expérimentés. Je pense que les juges et les experts pour la collégialité, c'est un peu comme pour les gorilles. C'est-à-dire si vous mettez un dos argenté, il peut avoir aussi une opinion dominante. Et un jeune expert ou un jeune juge avec un vieux juge, je ne suis pas sûr que la collégialité change fondamentalement les choses. Donc je vais essayer de sortir de ces évidences avec lesquelles cependant je suis d'accord. Quand on est plusieurs, on est moins seul que quand on est seul. Et je vais essayer de vous dire pourquoi je suis quand même inquiet, en dépit des leçons. Mais c'est qu'il y a des résistances. Il y a de très fortes résistances. Et je voudrais vous dire notamment que la crédibilité, c'est un concept qui a vraiment la vie dure. On a besoin de croire, en fait. On nous demande maintenant de plus croire. Alors, j'ai été entendu également par la commission View. Et depuis 1999, dans mon livre, je demandais la suppression de ce terme du jargon de l'expert. Alors voilà une mission qui m'est confiée en mars 2006. Je la laisserai en pièces. Respect de la présomption d'innocence. Alors, il s'agit d'une agression sexuelle dans une fratrie, frère-sœur. Donc, la sœur dévoile. L'auteur présumé, on respecte la présomption d'innocence comme on l'a toujours fait. On l'appelle le mis en examen. La victime, on l'appelle victime. Je propose de l'appeler plaignante dans mes ouvrages. Ça, déjà, au passage, ça lui rend un sexe. Et en plus, quand il y a non-lieu, classement sans suite, relax ou acquittement, ça évite qu'elle soit en miettes. Donc la victime est dénommée victime dès le dépôt de plainte, y compris par le juge d'instruction. Et puis, quatrième question de ma mission, dire si elle est crédible. Nous sommes en mars 2006. Donc vous voyez que ce n'est pas encore arrivé dans les logiciels, même si tout le monde, aujourd'hui, consensuellement, admet la nécessité de se débarrasser de la crédibilité. Alors, dans mon exposé, qui peut-être va excéder les 10 minutes, à tout moment, vous pouvez m'interrompre et je me dirige instantanément vers les conclusions. Je vous interromps tout de suite pour vous demander combien de temps vous pensez parler encore, parce qu'il faut que, bien sûr, vos deux collègues puissent s'exprimer aussi et qu'ensuite on puisse vous poser des questions. Si vous me laissiez encore 10 minutes, je pense. 10 minutes, c'est bon. Je vous interromps une deuxième fois pour vous interroger sur le gorille. J'ai regardé mes collègues et je crois qu'ils n'ont pas tout à fait saisi la métaphore. Moi non plus, d'ailleurs. Nous sommes des primates et le dos argenté, c'est celui qui, dans un groupe de primates, en tout cas de gorilles, impose sa loi. Autrement dit, il n'est pas sûr que la collégialité soit la seule solution à tous les problèmes. Je pense que la capacité des juges à s'émanciper de l'avis des experts me paraît prendre le pas. Et de surcroît, si nous prenons conscience, et je vais tâcher de vous y aider, que la délinquance sexuelle sur mineurs est une véritable exception sexuelle du droit, que nous sommes dans un domaine de non-droit, je pense que le juge ait 25 ans ou 60 n'a aucune importance. Du moment qu'il a quelques rudiments, et je suis persuadé que tous ceux qui sortent de l'ENM les ont, il n'a pas à bafouer les droits élémentaires de la défense parce que la victime est un enfant. J'illustrerai bien sûr tout ce que je dis. Je peux donner immédiatement l'exemple des confrontations. Aucun enfant n'a pu être confronté aux adultes qui l'accusaient. On s'est servi pour ça de la caution des experts à qui on a tout simplement posé la question d'une façon hautement inductrice. Je vous disais tout à l'heure, parole d'enfant, parole d'expert. L'exemple de la confrontation est très intéressant. Un juge neutre demanderait simplement « l'état de l'enfant est-il compatible avec une confrontation ?» Et l'expert donne son avis. Un juge qui aurait très envie de faire une confrontation dirait « existe-t-il une contre-indication absolue à la confrontation ?» Et un juge qui ne voudrait surtout pas faire de confrontation demanderait « est-ce que la confrontation est de nature à réactiver l'anxiété de l'enfant ?» Donc là, tout le monde comprend la mission subliminale, et la réponse est oui.
Et il n'y a pas de confrontation, c'est très simple. Pourtant, je pense que la confrontation est un acte utile à la manifestation de la vérité. Elle peut être éprouvante, mais j'ai vu de nombreux enfants ressortir renforcés, et j'ai vu de nombreux auteurs craquer, confrontés à leurs victimes. Donc, rapidement, avec peut-être 4 minutes par thème, mettre à mal quelques dogmes et quelques croyances, essayer de montrer pourquoi j'emploie cette expression d'exception sexuelle du droit, et troisièmement, comme l'a fait ma collègue, proposer des solutions. Les dogmes et les croyances, en premier lieu, je mentionnerai la parole de l'enfant. Je n'ai que des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas toujours une parole, elle n'émane pas toujours de l'enfant. Ce n'est pas toujours une parole, la révélation peut être non verbale, ça peut être une modification d'un comportement, ça peut être un symptôme non spécifique. Elle n'émane pas toujours de l'enfant. Dans un grand nombre de dossiers, un adulte proche de l'enfant révèle une confidence que lui aurait faite l'enfant. Dans quelles conditions cette révélation a-t-elle surgi? C'est absolument essentiel de le savoir, et ça l'est encore plus quand l'enfant ne confirme pas. Alors je vais vous montrer. Et enfin, parfois, bien sûr, la parole est une parole, mais elle demande une interprétation, sinon quelle est la raison d'être des experts? Je vous donne un exemple. Papa Bobo Cucu peut avoir plusieurs significations, de même que Papa Biberon, qui, pour la mère dont je parle et qui a porté plainte, signifiait que l'enfant avait subi une fellation de la part du père. Alors, je vous donne un exemple, quand même, de ce qui court comme information sur la parole de l'enfant, de façon tout à fait officielle dans le milieu enseignant. C'est fait par la délégation régionale du droit des femmes. Je vais essayer de vous le faire court, mais c'est quand même intéressant. Les conditions du dévoilement. Postulat de base, c'est la première phrase. Lorsque fille ou garçon, un enfant révèle une agression sexuelle, il est exceptionnel qu'il fabule. Donc, deuxièmement, l'enfant peut parler, c'est le premier grand chapitre. L'enfant peut montrer des signaux de souffrance. Lorsque l'enfant parle, je laisserai cette pièce, parce qu'elle vaut son pesant d'or. Lorsque l'enfant parle, la plupart du temps, la fillette ou le garçonnet ne peut pas parler parce qu'il est terrorisé. Ça, c'est quand il parle. Donc, il dit des choses indirectes, comme j'ai mal au ventre. Je vous le fais en cours, mais vous verrez que je ne caricature pas. Il ne faut pas le croire. Pardon, il faut le croire, il ne faut pas le rassurer trop vite, et il faut aller porter plainte au commissariat. Deuxièmement, les signaux de souffrance. Je vous donne quelques échantillons pour détendre l'atmosphère. Attitude très sexualisée, dessin très sexualisé, ou au contraire pas du tout sexualisé, changement de comportement, etc. Donc un enfant dont les parents, par exemple, divorcent, ont déménagé 2 fois, qui a vu 4 fois les gendarmes se présenter à la porte pour exercer un droit de visite, peut avoir des changements de comportement ou des troubles du sommeil. Il n'existe pas, je ne pense pas être contredit par mes confrères, de signes hautement spécifiques d'une agression sexuelle. Donc il faut décrypter, sinon a-t-on vraiment besoin d'experts? Alors, en fait, jusqu'à présent, on pensait qu'on n'en avait pas besoin. Des députés, en novembre 2003, demandaient la présomption de crédibilité dès lors que la révélation émanait d'un enfant. C'était initié par une association, l'Enfant Bleu, pour ne pas la nommer. Ségolène Royal nous disait « L'enfant dit le vrai ». Lorsqu'elle lançait sa campagne de détection, se taire, c'est laisser faire. Et je reprécise, mais est-il besoin de le dire? Je le redis quand même. Dire à un magistrat qu'un dévoilement est peu fiable au terme d'une analyse bien conduite ne revient pas à traiter l'enfant de menteur. Et je vais vous citer un propos qui date de 1793, très exactement du 16 octobre. C'est écrit par Marie-Antoinette, accusée d'inceste, quelques heures avant d'être décapitée. J'ai à vous parler, dit-elle à sa sœur, d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur, pensez à l'âge qu'il a, combien il est facile de faire dire à un enfant ce que l'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. Donc, nécessité d'interprétation. Alors, Myriam Badawi elle-même a su faire preuve d'un petit peu plus de nuance que mes collègues les plus exaltés, en disant « Les enfants ne mentent pas, mais parfois ils peuvent se tromper ». Je vous épargne les exemples issus de ma pratique. Je valorise, comme l'a fait ma collègue Madame Seydi, le besoin du doute et le danger des certitudes. Les monomanes de l'inceste, je pourrais leur répondre « Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée ». Il faut donc une méthodologie, mais une méthodologie scientifique, c'est-à-dire vérifiable par les pairs, ou réfutable par les pairs.
Je vous cite ici les propos d'un excellent expert qui a travaillé dans l'affaire d'Outreau, qui sévit encore, qui n'est pas radié, lui, qui a vu un père accusé d'inceste au parloir de la maison d'arrêt, et le mis en cause lui disait qu'il en cauchemardait toutes les nuits. L'expert écrit dans son rapport « Ses rêves l'accusent, sans qu'il soit possible de remettre en cause cette interprétation ». Donc on a des experts comme ça quand même qui sévissent quotidiennement. On peut leur proposer de suivre des formations, mais à mon avis ça les rendra pas moins dangereux. Donc une révélation, ça s'analyse. J'ai remis un document écrit, volontairement, je passe sur ces points strictement méthodologiques, mais j'assure que chaque expertise devrait comporter un chapitre qui s'appellerait le dévoilement, et lorsque on ne met pas le grossissement 100 sur les conditions dans lesquelles a surgi la révélation, l'avis de l'expert n'a aucune importance, l'expert ne donne que son sentiment. Deuxième dogme à démolir rapidement, le procès-thérapie. La réparation psychologique est nécessaire, elle précède la réparation judiciaire. Sans elle, j'ai fait un lapsus, vous l'avez bien vu, c'est la réparation judiciaire qui doit précéder la réparation psychologique. Sans elle, aucune chance de thérapie. C'est comme ça qu'on a obtenu l'allongement des délais de prescription, aujourd'hui jusqu'à l'âge de 38 ans, pour une agression commise au berceau. On sait bien que pour l'administration de la preuve, ça va être compliqué, mais on satisfait comme ça la demande consensuelle, et on ne la satisfait pas totalement, puisqu'on demande encore l'imprescriptibilité. Je cite ici Philippe Breneau, psychiatre sexologue, dans son plaidoyer pour l'imprescriptibilité. Voilà ce qu'il dit. Cette loi hypocrite, alors cette loi qui ose dire comme ça qu'il faut bien que l'action publique puisse s'éteindre. Cette loi hypocrite empêche la plupart des femmes, j'insiste sur femmes parce qu'il y a assimilation inconsciente de la femme à la victime, inconsciente de la part d'un psychiatre, de signaler leur inceste. Or, ce caractère très spécifique de l'évolution psychologique après inceste est ignoré par le législateur, à moins que le législateur ne soit un homme et qu'il participe ainsi au déni collectif de l'inceste. Donc là, on accuse les pouvoirs publics. Un homme qui n'est pas pédopsychiatre, ni psy, ni quoi que ce soit, qui est économiste, accuse jusqu'au président de la République de complicité de crime, sont refusés, autoriser la défense à diligenter des contre-expertises. De cette contradiction, qui se fera dans le respect, dans l'éthique, dans la déontologie et dans la courtoisie, naîtront des débats qui éclaireront véritablement la Cour, et surtout, gageons que le niveau des expertises va commencer à monter dès lors que chaque expert saura qu'il pourra être lu, contredit et éventuellement critiqué à la barre. Il faut donc que cesse l'exception sexuelle des droits qui nous a mené du droit qu'est la protection de l'enfance et qui nous a mené à cette confusion des rôles entre le juge et l'expert. Je cite pour finir Alain Gérard Slama, « La confusion contre nature du juge et de l'expert a engendré au cours du siècle un monstre intellectuel qui a opéré des ravages, un angélisme exterminateur. » L'affaire d'Outreau, c'est un angélisme exterminateur.